Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les enjeux du continent. Ce soir, nous vous emmenons au cœur d'un moment clé pour l'avenir du Tchad, les élections sénatoriales du 25 février, dernière étape d'une transition politique qui soulève encore des questions. Après des législatives contestées de décembre dernier, ce scrutin peut-il rétablir la confiance dans le processus démocratique ? Le Sénat, nouvelle institution, serait-il un véritable contre-pouvoir ou un simple organe aux ordres du pouvoir exécutif? Et surtout, le régime de Mahamat Idriss Déby est-il réellement stabilisé après les tensions politiques et l'attaque contre le palais présidentiel début janvier? Pour en parler, je suis entourée ce soir de Makalen Guebla. Bonsoir. Bonsoir Soukena, merci. Vous êtes journaliste politique, ancien conseiller à la présidence tchadienne et défenseur des droits. Tout à fait, merci. Ibouba, bonsoir, merci d'être avec Soukena. nous. Vous êtes journaliste politique, vous allez nous aider à y voir un peu plus clair. Et enfin, Frédéric Tchoungui, ravi de vous retrouver sur le plateau. Merci de me recevoir, Soukena. Vous êtes analyste politique. On va rentrer directement dans le vif du sujet et peut-être d'abord faire un peu de pédagogie, expliquer quel est le rôle du Sénat au Tchad, Makalen Guebla, et surtout l'enjeu de ces élections. Mais merci beaucoup Soukena, merci de m'avoir encore invité. Effectivement, le rôle du Sénat, c'est une nouvelle institution parce qu'on n'a jamais connu au pays effectivement un tel organe qui est censé effectivement être le complément de l'Assemblée nationale. Et la particularité de ces enjeux, c'est qu'en fait, après 4 ans de transition assez troublante, marquée par des troubles politiques, des disparitions d'opposants, le Tchad est en train d'inscrire son retour à l'ordre constitutionnel. Et c'était effectivement à la suite de la mort du président Déby en 2021, qui avait sur le terrain de l'aide armée. Et donc, des élections ont eu lieu, l'élection présidentielle le 6 mai 2024, il y a eu des élections législatives de décembre 2024, et puis la dernière élection, c'est les élections sénatoriales qui sont censées effectivement clôturer cette transition dont je vous ai évoqué tout à l'heure, qui est assez longue, hein, mais également une transition marquée par des troubles politiques, vous l'avez annoncé dans votre introduction. Et donc, nous pensons que le Sénat pourrait être quand même une chambre logiquement indépendante, totalement indépendante. Si on prend l'exemple de la France, mais pour le cas d'espèce du Tchad où il n'y a pas un ancrage démocratique, il n'y a pas une culture politique et démocratique, nous pensons que le Sénat ne peut être que le complément des institutions comme l'Assemblée nationale ou bien des autres organes qui sont supposés plus ou moins être indépendants. Donc je parle du Conseil constitutionnel, je parle également de la Cour suprême. Mais pour le cas du Tchad, il y a une particularité, Soukena. Vous l'avez dit, ça fait 4 ans. On va revenir peut-être aux prémices de cette transition. On remonte au 20 avril 2021. Mahamat Idriss Déby obtenait son 6e mandat. Et à la suite de sa chute, eh bien, c'est son fils qui a pris la main pour une transition annoncée à l'époque de 18 mois. Il a annoncé à l'époque qu'il ne serait pas candidat. On est presque 4 ans plus tard. Est-ce que cette transition, elle est toujours crédible, Ibou ? Elle est crédible, avec 51%, s'il vous plaît. Même si M. le Tchadien ne sera pas sûrement d'accord, même s'il était conseiller de M. Déby Ibnou, M. Bakekla Gabda, je garde le sourire en vous regardant de toutes les façons. Oui, c'est vrai, ce qui se passe aujourd'hui donc, politiquement au Tchad est à saluer avec cette fin de la transaction, donc sous l'ère... Une transition de 4 ans quand même. Comment ? Contre 18 mois annoncés. Oui. D'où ma question, est-ce que ça reste quand même crédible au vu du délai qui a été dépassé ? Oui, non, mais en fait, c'est vrai que c'est peut-être sûrement qu'il y avait des enjeux qui font que donc voilà les délais ont été dépassés. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, nous voulons tourner la page de Idriss Déby Ibnou avec ces élections sénatoriales qui effectivement sont en train de se proliférer donc dans ce pays-là au Tchad, d'où il y a à peu près donc je crois que 5 ou 16 formations politiques. 16 partis en lice, exactement. 16 formations politiques qui sont en train de se candidats, proliférer, qui sont candidats, avec 119 candidats, je crois bien que c'est ça, et avec un suffrage indirect, donc je crois, d'où 2 tiers sont nommés par le suffrage indirect, et un tiers qui est nommé par le suffrage direct, c'est-à-dire par le nouveau président élu, donc pour effectivement constituer donc, le Sénat au Tchad. Il faudra le saluer, parce que je crois qu'il y a un progrès, et il y a une surprise aussi de la population tchadienne, parce que aujourd'hui, le président tchadien, comment ça s'appelle, Déby. Déby fils, voilà, Déby fils,
a surpris plus d'un aujourd'hui sur ce qui est international, mais aussi dans son propre pays, le Tchad, parce que je crois qu'il est en train d'aujourd'hui de s'affirmer, de montrer une nouvelle politique. Et souhaitons justement que tout se passe bien et que effectivement que cette population-là puisse flirter avec la démocratie et aussi flirter avec la souveraineté qu'attendent tous les Africains aujourd'hui. Et cela se lie sur la langue de plus d'un au Tchad. Alors oui, effectivement. Est-ce que c'est une élection charnière, celle-ci Je ne pense pas que ce soit une élection charnière. Je pense juste que c'est la continuité en réalité de l'agenda qui a été mis en place par le président de la République, le président de la transition, peu importe comment on le qualifie, le président de la République. Je pense que l'élection phare, c'était vraiment son élection à lui. D'abord, c'était ça le point d'ancrage. Maintenant, quand on regarde, lorsqu'on analyse plus précisément la composition du Sénat, moi je pense que c'est quand même assez polémique dans le sens où vous avez un tiers qui est issu entre guillemets du régime présidentiel, si j'ai bien compris, et vous avez 2 tiers qui sont élus de manière indirecte, donc par l'ensemble des conseils municipaux, régionaux, etc. Et ça pose une question sur l'impartialité en réalité de cet organe-là, puisque lorsque vous avez déjà quand même un tiers des forces qui sont plus ou moins ralliées à celle de la présidence de la République, ça pose une question de savoir est-ce que cet organe-là sera totalement impartial. Et aussi, si on se base d'un point de vue constitutionnel, est-ce que cet organe-là, quel sera son rôle concrètement? Dans le sens où, vous savez, par exemple, si je pense, parce qu'en général, notre constitution est calquée avec la constitution française. C'est une pâle copie. Ici, on sait que c'est le projet de loi est d'abord décidé au niveau du Sénat et après il redescend vers l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Est-ce que dans ce cas de figure, on sera aussi dans cette même mouvance, c'est-à-dire que le Sénat ne sera pas prioritaire sur l'Assemblée nationale, ou est-ce que ce sera l'Assemblée nationale qui sera prioritaire sur le Sénat? Donc il faut qu'on éclaircisse tous ces leviers-là aujourd'hui pour savoir quel sera le rôle concret de ce Sénat. Ou est-ce que encore, comme dans d'autres pays africains, vous savez, lorsqu'on crée le Sénat, c'est souvent une accointance de la cour du président de la République qui peut-être ne se retrouve pas dans l'Assemblée nationale et qui n'a pas de poste privilégié dans le gouvernement. On leur dit, bon, on va vous mettre le Sénat à disposition pour pouvoir vous donner la possibilité, parce que vous savez que lorsque vous êtes sénateur, vous avez la possibilité d'avoir un budget et utiliser ce budget comme bon vous semble. En général, les Sénats ne disent pas comment ils affectent ou ils allouent les dépenses de leur mandat. Donc c'est important de se poser ces questions et de vraiment recentrer le débat dessus. Quel est le rôle du Sénat? Quel sera le rôle du Sénat au Tchad? Voilà, je pense que l'analyse faite tout à l'heure par Frédéric est pertinente, étant donné que... Quel scénario on peut s'attendre? Justement, il faut s'attendre à la répétition, à une récurrence. Effectivement, quand on voit une élection très mal organisée le 6 mai 2024, avec un contentieux électoral qui n'a pas été évacué sous Kenya. Deuxième contentieux électoral, c'est effectivement, vous l'avez vu, des élections controversées, contestées par les partis d'opposition qui ont participé à ces élections législatives. Parce que jusqu'à l'heure où je vous dis, le recours formulé par l'opposition, par les partis d'opposition ayant participé à ces élections législatives, n'ont pas eu gain de cause auprès du Conseil constitutionnel. Et donc, pour nous, Tchadiens et les observateurs étrangers, il a su bien les décrire, c'est que est-ce qu'on ne va pas, dans ces cas de figure-là, reproduire, effectivement, récupérer les mêmes anciens classiques du pouvoir qui vont être... Donc le Sénat, de mon point de vue, va être non seulement une chambre d'enregistrement, mais également une manière de caser certaines personnalités politiques. Et là, on a constaté, au regard de la liste qui a été proclamée, c'est qu'il y a beaucoup de personnalités qui figurent, font partie effectivement du parti État qui est l'MPS, le parti au pouvoir qui est là depuis 3 décennies et qui... Le mouvement patriotique du salut. Et donc sur le plan bilan, il y a eu quand même un bilan désastreux, un bilan mitigé, un bilan qui ne permet pas l'alternance démocratique dans ces pays et qui n'a pas pu quand même, pour vous le dire, permettre aux Tchadiens d'avoir un ancrage démocratique réel à l'exemple d'autres pays africains. Donc de ces cas de figure, nous pensons que ce Sénat ne reflètera pas la volonté populaire, ne reflètera pas non plus effectivement l'aspiration réelle de l'opposition et de toutes les catégories socio-professionnelles dans notre pays. Ça ne sera pas l'exemple d'une démocratie comme au Sénégal ou dans d'autres pays africains ou comme le Cap-Vert. Le cas du Tchad est, de mon point de vue, un cas exceptionnel et où ça me permet effectivement, Soukaina, de rebondir, où la communauté internationale a été défaillante, où la communauté internationale n'a pas fait un travail de monitoring ou bien une certaine exigence. Pourquoi? Parce que l'exigence de la communauté internationale, sur le cas du Tchad, était d'avoir effectivement une armée forte pour jouer ce rôle de sécurité au Sahel. Or, depuis un certain temps, et avec ce qui se passe au Sahel, où l'émergence
de ce qu'on appelle un ensemble qui s'appelle l'Alliance des États du Sahel, nous pensons que la communauté internationale ne peut pas encore avoir un regard attentif sur l'armée tchadienne qui elle-même est une armée répressive. Le 9 mai, lors de la proclamation des résultats de l'élection du 6 mai, c'est cette même armée tchadienne qui était descendue dans la rue N'Djamena pour réprimer la population tirée de 19h jusqu'à 23h, neutralisant toute personne qui tenterait effectivement de contester ces élections. Donc ces élections, finalement, ce qu'on essaye de comprendre de ce que vous dites, c'est que finalement, elles vont venir légitimer le pouvoir qui est déjà en place. Et justement, un pouvoir dont le mode d'accession posait problème. Vous savez, après la mort du président Déby, le peuple tchadien et la communauté internationale attendaient plutôt une succession à travers le président de l'Assemblée nationale qui était aujourd'hui le président du Conseil national de transition, M. Haroun Kabadi. Or, on a essayé effectivement de mettre le fils du président Déby au devant des affaires, et c'est lui qui a dirigé pendant 4 ans cette élection qui est très très controversée, avec une transition qui n'a pas un modèle propre. Nous étions là, nous avons participé, moi personnellement j'ai participé en tant qu'acteur politique à cette transition, mais au finish, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a tiré les conséquences d'une transition ratée, d'un échec politique. Ibouba, je voyais réagir. Oui. J'ai juste une petite question à poser à mon collègue Makela Ngebla. Vous avez parlé on a mis le président Déby fils à la tête donc, de cet État. Mais qui l'a mis à la tête de cet État? On c'est impersonnel, monsieur. Oui, d'accord. C'est impersonnel. Le fond du problème est donc, c'est l'armée. C'est les classiques du régime MPS, c'est aussi le rôle de la France. Et c'est aussi, il ne faut pas occulter, la France a joué un rôle. Exactement. Macron, c'est ce que je voudrais entendre. C'est ce que vous vouliez entendre, on vous écoute, Ibouba. Exactement, c'est ce que je voulais entendre. La France qui parle de France parle de communauté internationale. Même si aujourd'hui... Elle était indexée ici. Oui, même si aujourd'hui Déby fils n'a pas joué le jeu, peut-être sûrement que donc inattendu... Même s'il a annoncé quand même la fin des accords militaires avec la France. Absolument. C'est qui a surpris plus d'un, d'ailleurs, en quelque sorte. D'où aujourd'hui, il s'affirme. Il essaie de s'affirmer, de montrer à son peuple que ce que vous croyez que ce n'était pas cela. Maintenant, je vais avec je reviens par le dos de la cuillère pour vous montrer que j'ai une autre politique que j'embrasse pour le bien-être et pour la population tchadienne. Et c'est ça qui est beaucoup plus important, puisqu'il va dans la même frange. Vous avez parlé de l'AES tout à l'heure. Effectivement, il flirte avec donc, la réalité de l'AES. Donc, ça veut dire que cette contamination de l'AES qui se prolifère un tout petit peu dans toute cette zone géographique-là aujourd'hui. C'est à saluer ce que Idriss Déby fils fait, parce qu'il est en train de se démarquer pour montrer justement aux Africains et à son peuple tchadien que ce que vous croyez, oui, j'ai été là, peut-être sûrement plombé par plus d'un qui le dit. Donc finalement, il a sa place. Il a sa place en tant que président de la transition. Il est en train de démontrer qu'il a sa place. Donc finalement, ces élections sénatoriales... Quels sont les enjeux? Ça prouve, d'ailleurs, les élections sénatoriales, vous voyez très bien, donc, ce qu'on dit, comment ça s'appelle, les statistiques, en fait, en quelque sorte, 51%. 8 millions de Tchadiens qui ont voté, 51,5% de participation, mais le boycott d'opposants, dont le Parti des Transformateurs. Oui, donc ça c'est normal dans une démocratie, ce qu'il y a, à mon avis. Juste pour rebondir, juste pour recentrer le débat sur le rôle du Sénat. Et aussi analyser les choses d'un point de vue constitutionnel. Dans nos États en général d'Afrique centrale, le pays est dirigé par décret. C'est-à-dire que c'est le président de la République qui ratifie des décrets pour nommer, dénommer des propositions, des projets de loi, parce que la proposition de loi, ça vient de l'Assemblée nationale, le projet de loi vient de l'exécutif. Donc en fait, on se rend compte que nous avons plutôt des États qui sont dirigés par l'exécutif et que le législatif, en tout cas en Afrique centrale, je parle bien d'Afrique centrale, pas d'Afrique de l'Ouest, c'est un autre. Donc en fait, le gros problème qui se pose, c'est de se poser la question en réalité à quoi sert l'Assemblée nationale et de surcroît à quoi va servir le Sénat, qui est encore plus loin et moins puissant. Donc en fait, on se rend compte que finalement, en tout cas, moi je prends le cas du Cameroun, finalement, les organes, parce qu'on peut les transposer au Tchad, c'est lié en réalité. Finalement, les organes qu'on est en train de développer, constitutionnels, posent problème dans le sens où on ne comprend pas réellement leur rôle. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont éditer des lois? Est-ce que ces lois, combien de lois seront votées? Est-ce que ces lois vont prévaloir? Est-ce que finalement, lorsqu'ils vont éditer ces lois, elles ne seront pas finalement de connivence avec l'exécutif? Ou est-ce que même elle ne va pas travailler dans le processus des lois? Et que ce sera l'exécutif qui va gouverner par décret.
Donc en fait, il faut se poser ce genre de toutes ces questions pour se rendre compte de la viabilité du Sénat. Je pense que sur ce plateau, on est là pour aider, si on veut aider le peuple tchadien à une émergence démocratique, c'est d'avoir une analyse très objective de la situation et du contexte politique tchadien. Vous savez très bien que l'Assemblée nationale précédente, ou bien les assemblées nationales précédentes ont été majoritairement issues du régime MPS. Et donc le MPS est resté un peu partout sur le chiquier, au niveau militaire, au niveau administratif, au niveau politique, dans toutes les instances, au niveau même des postes à responsabilité. Il faut être MPS pour être nommé ou bien cessé. Ce n'est pas l'exemple du Sénégal, M. Bouba, où votre compétence vaut quelque chose. Au Tchad, c'est qu'il faut absolument avoir une filiation directe avec le parti au pouvoir. Sans cela, le parcours académique ne peut pas servir quelque chose dans ces pays. Donc il faut faire une allégeance au parti au pouvoir pour émerger sur la scène politique et sur la scène administrative. Et donc c'est ça le vrai défi. Maintenant, pour ce cas d'espace, moi je pense que le retour à l'ordre constitutionnel est un échec percutant pour le peuple tchadien qui aspire, après la mort d'Idriss Déby, à une véritable démocratie, à une véritable transition, à une véritable même élection libre et transparente. Or, on a l'impression qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, il y a eu un boycott massif. L'opposition continue à boycotter, la société civile continue, même le peuple. Pour la Constitution, la preuve c'est que la Constitution tchadienne a été boycottée majoritairement par la population tchadienne, mais ça n'a pas empêché au pouvoir d'avoir sa Constitution et qui lui a permis aujourd'hui d'organiser ces élections qui sont prétendument de fausses élections, mais qui vont faire amener un pays vers un retour à l'ordre constitutionnel. Mais on n'est pas sorti, effectivement, des potentiels conflits politiques dans ces pays, et même de conflits armés. C'est ça le vrai débat en ce qui concerne le Tchad. Oui, mais moi je crois bien que ce qu'a dit Makela Ngebla peut être avéré, mais Makela, moi je voudrais juste vous signifier que ce que vous venez de dire tout à l'heure, qu'il faudra prêter allégeance donc au parti au pouvoir, je crois que ça, on le note dans beaucoup de pays africains. Non, oui, d'accord, pas au Sénégal, ça c'est clair. Le Sénégal c'est une autre chose, le Sénégal c'est une autre démocratie. Même si je suis sénégalais, bon, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais juste vous signifier que ce qui se passe au Sénégal peut se passer aussi au Tchad. C'est-à-dire qu'au Sénégal, peut-être sûrement que ce n'est pas le sujet, c'est la population qui prend les choses en main. Et le peuple tchadien est ainsi imbibé de valeurs et de valeurs sûres pour pouvoir prendre ses responsabilités face à une telle situation. Je crois que c'est ce qu'il faut attendre aujourd'hui de la jeunesse tchadienne, mais aussi de la population tchadienne. Vous venez de l'évoquer tout à l'heure, vous avez dit effectivement que les opposants se sont alignés droitement pour essayer de dire non à Mohamed Déby fils. Mais oui, mais est-ce que le travail qu'ils doivent faire ces opposants, est-ce que ce travail est allié ou bien ce travail est néfaste? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Je crois que les politiques doivent poser aujourd'hui des stratégies pour pouvoir contraindre plutôt donc, le président, le gouvernement, afin qu'il puisse quand même exacerber ses tâches d'une façon délicate et digne. C'est ce qu'attend le peuple tchadien. Maintenant, à la suite de ce qui se passe aujourd'hui chez toi au Tchad, est-ce que aujourd'hui on peut noter que Idriss Déby fils n'est pas démocrate? Si nous voyons justement que c'est la Constitution, il a appliqué que la Constitution Soukena, parce que 51% donc comment ça s'appelle d'électeurs. Non, c'est 51% des voix, deux fois, effectivement, de taux de participation. Je crois que c'est pas fortuit. 51%, c'est un nombre tout à fait significatif, Michael. Justement, je suis d'accord. Vu de loin, vu de Paris, vous allez avoir une telle perception, c'est que nous avons affaire à des organes qui sont inféodés au pouvoir. On a parlé du Conseil constitutionnel, on a parlé de l'ANGE, Agence nationale pour les élections. Hein. Ces organes sont complètement acquis totalement à l'exécutif. Donc, du coup, on peut tripatouiller effectivement les résultats, et ce qui nous a amené à avoir ces résultats dont vous avez évoqué de 51% de participation. Et donc, le problème du Tchad, c'est qu'il y a... Est-ce qu'on peut s'attendre à une même participation pour les sénatoriales que... Les sénatoriales, en fait, c'est les conseillers qui vont voter, donc du coup, ça va être un peu différent. Et donc les gens sont cooptés sur des bases de clientélisme politique. Et comme il a su le dire, c'est que dans un pays en Afrique centrale, il a su l'expliquer, c'est qu'on est en affaire effectivement à des États qui sont là depuis plus longtemps et qui refusent et qui sont accommodés effectivement à une fausse démocratie, et avec eux, toute la population est résignée à accepter. Donc nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. Et donc nous pensons que ces élections sénatoriales qui vont avoir lieu ne vont pas non seulement refléter la volonté populaire, mais elles vont être elles vont être un peu semblables aux élections précédentes. Donc
les élections législatives et présidentielles. Moi, je pense que l'heure est grave dans un pays comme le Tchad. Et pour te répondre, tu avais tout à l'heure dit, effectivement, l'opposition a participé. Mais c'est dans ce contexte de 4 ans de transition qu'il y avait une répression massive, forte de l'opposition, dont les transformateurs dont vous avez évoqué. Il y a eu la disparition. On va parler justement des transformateurs. Donc il y a un opposant qui s'appelait Yaya Djoulo qui a été exécuté dans un cadre extrajudiciaire. Donc tout ça nous inquiète. Avant de revenir sur le cas des transformateurs, Frédéric, tout à fait, oui, je veux rebondir. Bon, je pense que il y a 2 façons d'aborder la démocratie. Il y a la démocratie sur le papier. C'est-à-dire qu'on met en place différentes élections qui vont construire en réalité la vie démocratique et électorale du pays. Et il y a la démocratie de fait. C'est-à-dire, concrètement, est-ce que le jeu démocratique a pu se faire dans son entièreté, sans pression? Est-ce que l'opposition a pu avoir la possibilité de se déployer aussi, a pu avoir la possibilité d'avoir les mêmes chances en réalité que le parti au pouvoir, même ici, la démocratie, comme elle est appliquée ici, il y a souvent des petits décalages. Mais c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que la démocratie a pu réellement prendre part au jeu démocratique? Et je pense qu'on connaît déjà à peu près toute sa réponse ici, que la réponse est non. Pourquoi? Parce que malheureusement, et ça s'est vu dans les différents, la presse, parce que moi j'ai revu la presse un peu avant de venir, j'ai vu que l'opposition a pour beaucoup boycotter les élections, que ce soit les élections présidentielles et les autres qui ont suivi. Donc en fait, on est dans un processus truqué. Tout à fait. Donc en fait, on est malheureusement toujours dans cela. Et vous avez rappelé tout à l'heure des points importants, c'est-à-dire que Idriss Déby fils a d'abord été placé par l'establishment français, mais aussi par les caciques du régime de son père. Donc en fait, aujourd'hui, comment on peut parler d'une transition, même si par la suite, il a essayé de se dire qu'on va faire le jeu démocratique. On voit qu'il avait déjà quand même les pouvoirs en main. Donc en fait, c'est 2 poids de mesure en réalité dans laquelle nous sommes toujours, souvent dans la sous-région. Et ce n'est pas qu'un mal tchadien, ça se répand dans la CEMAC, malheureusement. Et il faudrait qu'on essaie de trouver des procédés qui fassent en sorte que l'opposition puisse réellement s'exprimer et avoir une chance de gagner les élections aussi. Et l'opposition, la transition est toute faite. Justement, on parlait il y a un instant des transformateurs qui avaient boycotté en masse, qui avaient dénoncé des élections truquées. Pour autant, il y a eu un revirement de situation, vous l'avez probablement vu dans la presse, avec la déclaration de Succès Masra via un communiqué sur sa page Facebook où il reconnaît aujourd'hui les résultats des élections. Il affiche sa volonté de collaborer avec le président. Ibouba, comment est-ce qu'on peut interpréter ce changement de position de Succès Masra? Oui, mais c'est soit il y a une influence, c'est soit il y a un positionnement. Donc moi, ma vision spontanée... Calcul politique, opportunisme, apaisement... Absolument. Quel scénario? Parce que quelle lecture? Je me dirais peut-être seulement qu'il y a une influence, parce que si c'était pas son discours primaire, en fait, en quelque sorte. Aujourd'hui, s'il le dit, c'est pas de gaieté de cœur, sans doute, et c'est pas fortuit. Donc c'est une très grande question qu'il faut se poser. Je ne suis pas tchadien, c'est vrai, mais en fait, je crois qu'il y a Anguille sous roche. S'il a une page vie qui était quasiment dénaturée et qu'il est sous l'influence donc de autre chose, ou peut-être seulement qu'on lui fasse des promesses, comme l'a dit tout à l'heure Makel Agabla, soit disant que donc il me fait décrire ou croire que effectivement tout est possible avec ce gouvernement-là. C'est-à-dire qu'il faut chanter les louanges du gouvernement pour qu'on puisse quand même être appréhendé, faire partie donc de ce parti-là. C'est ce que j'ai pu entendre. Donc je crois que c'est pas fortuit s'il est dedans. Voilà. C'est sans doute, excuse-moi, c'est sans doute la bonne cause. Tout à fait. Merci. Alors, est-ce que vous partagez le même point de vue? Oui, tout à fait, je partage le même point. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce revirement de situation? Oui, c'est-à-dire que bon, malheureusement, M. Succès Masra n'est pas est coutumier du fait maintenant. C'est-à-dire que avant, il était dans l'opposition, après, il était même un grand opposant, et puis il a eu un poste de Premier ministre. Maintenant, il s'est dissocié du gouvernement en place. Maintenant, il revient. Donc, en fait, il a perdu sa crédibilité, en tout cas, d'homme politique fiable, qui est contre le régime et qui est pour le régime, malheureusement. Et de ce fait-là, on est dans une situation aujourd'hui où on a dû, comme vous l'avez mentionné, on a dû lui proposer quelque chose d'intéressant. Et il a fait son revirement de veste. Maintenant, chacun se fera son opinion, à savoir si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, c'est pas la question. On est juste en train d'analyser les revirements de situation. Justement, c'est un revirement spectaculaire, sur sa page Facebook, Succès Masra.
avait annoncé déjà au peuple tchadien, à ses militants, qu'il ferait un direct à 19h. Et donc tout le monde était là. Moi aussi, j'étais chez des amis où on a vu ces déclarations vraiment qui nous a fait tomber du nu. Parce que pour nous, on était surpris qu'il a fait allégeance totale au pouvoir. Il a reconnu le maréchalat de Mohamed Idriss Déby, comme il a reconnu également la victoire de Mohamed, alors qu'il a contesté. Et il y a 2 semaines, ce candidat, M. Masra, avait annoncé qu'une nouvelle tension s'impose au Tchad. Donc, il a tenu en haleine la communauté tchadienne et la communauté internationale. Et curieusement, c'est même succès qui n'a pas reconnu l'élection, la victoire de Mohamed Idriss Déby et qui n'a pas reconnu toutes les institutions issues de ces élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles, et revirement des situations. Là, il annonce avoir confiance justement au président et aux institutions républicaines. Donc, l'argument avancé au nom d'une stabilité, au nom d'une cohésion nationale, tout ça, pour nous, c'est des arguments farfelus et que M. Succès Masra, comme il a dit, c'est qu'aujourd'hui, il a perdu en grosse partie une crédibilité. Vous savez très bien, moi, je suis souvent à Berlin, je suis à Genève, je suis à Bruxelles, et je suis aussi à Paris. Et quand tout l'ensemble de la communauté internationale s'interroge sur le revirement spectaculaire du Succès Masra qui a habitué non seulement le peuple tchadien, mais il a également habitué la communauté internationale. Vous savez pourquoi? Le 20 octobre, plusieurs de ces militants ont été mitraillés par des balles réelles. Beaucoup ont été déportés au nord du Tchad pour être incarcérés. La communauté internationale, à travers les ONG comme FIDH, Amnesty International, Human Rights Watch, y compris ici en France, des communiqués forts ont été émis par ces institutions internationales demandant l'ouverture d'une enquête internationale. Or, M. Succès Masra, après l'accord de Kinshasa, qu'il a fait retourner, comme il a dit, il était devenu Premier ministre. Au bout de 4 mois, il a été éjecté comme un malpropre par le pouvoir MPS et donc le président Idriss Déby. Et donc, subitement, il organise cette élection où il perd, il vient à Paris, il fait une tournée à l'international pour convaincre la communauté internationale sur le contentieux électoral. Il n'a pas réussi à le faire. Il revient à N'Djamena, d'Abidjan, il rentre à N'Djamena et il a été consulté certainement pour être encore Premier ministre. Et donc là, moi je pense que M. Masra perd une grosse partie de sa crédibilité parce que tu ne peux pas, avec un bon parcours à Sciences Po, tu ne peux pas venir créer un parti qui s'appelle Transformateur dans l'esprit de vouloir changer les choses et vouloir remettre en cause les 30 ans de M. Déby et de son fils et vouloir encore revenir servir... Cette réintégration de l'opposition dans l'échiquier politique, est-ce qu'elle peut apaiser le climat ou est-ce que finalement c'est biaisé Bien, aujourd'hui, ce qu'il y a de mon point de vue, l'opinion publique tchadienne et les acteurs politiques tchadiens mettent dos à dos et Succès Masra et Mohamed Idriss Déby parce qu'une autre voie, une troisième voie, une force alternative est en train d'être créée au Tchad, envie effectivement de créer un rapport de force politique et là, ça va permettre effectivement à l'ensemble du peuple tchadien, société civile, acteurs politiques, citoyens de s'organiser parce qu'en fait il y a un deal là qui réunit Mohamed Idriss Déby qui est mal élu et un deal réuni Succès Masra qui a perdu, un perdant, un faux gagnant pour effectivement diriger encore le Tchad pour 5 ans. Et là, les gens ne vont pas rester dans un silence total, les gens vont pouvoir s'organiser, réinventer un format de lutte politique afin de faire en sorte que le Tchad puisse aussi effectivement être au même standard démocratique comme d'autres pays africains ou bien au niveau international. Ibouba. Je crois que c'est ce qu'il faudra signifier. Vous savez, la politique, elle se décide comme ça. En fait, donc, si nous flirtons avec la démocratie, il faut accepter l'autre, telle qu'elle est. Il faut de la vertu en politique. Oui, non, mais la vertu, il n'y a pas de vertu dans la politique, monsieur Makela Ngabla. La politique, c'est des intérêts. Il faut savoir juste se positionner. M. Masra a compris, peut-être sûrement, qu'aujourd'hui, pour manger son pain, c'est de s'aligner au niveau du gouvernement. Vous l'avez dit tout à l'heure. Cela, vous le voyez presque dans tous les pays africains. En fait, en quelque sorte, il a compris que peut-être sûrement pour pouvoir pallier à son problème ou atteindre ses objectifs, il fallait rallier le camp du gouvernement. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Mais bon, après, maintenant, quand on parle d'éthique politique, ça, c'est entre guillemets. En fait, en quelque sorte, même si aujourd'hui, Idriss Déby, fils, lui a tendu la main plutôt, donc je crois qu'il a pu suivre, il a pu analyser à sa façon les choses et il a compris qu'aujourd'hui, pour pouvoir atteindre ses objectifs et être là où il est, il faudra s'aligner. Et c'est ce qu'il a fait. Pardon, juste pour réagir. Je pense que je ne partage pas tout à fait ce que vous dites, mais parce que je pense que nous avons besoin, nous, en Afrique centrale surtout, d'une opposition forte. Nous avons besoin de figures d'opposition fortes. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons des problématiques qui sont des problématiques d'ingérence occidentale. Nous avons des problématiques de développement. Nous avons des problématiques de pauvreté. Et donc, en fait, lorsqu'on a des leaders d'opposition
qui, dans un premier temps, ont concentré les aspirations du peuple pour le changement et qui viennent à changer ainsi, versatile. Ça pose problème. Ça pose problème, premièrement, dans la légitimité, dans leur propre légitimité, mais surtout, ça pose problème au niveau des aspirations du peuple dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, des aspirations de changement. Parce que ces personnes incarnent cela. Et donc, le fait d'avoir des leaders qui changent lorsque leurs intérêts prévalent sur ceux de la population pose problème et nous pose la question de savoir dans quelle situation nos pays respectifs seront en 2050. On sera toujours dans ce type de narratif, c'est-à-dire que nous avons le pouvoir central qui est capable de faire dérouter des opposants et qui est capable de finalement mettre en place les politiques qui l'arrangent pour un clan qui va bouffer et le reste sera toujours dans la paupérisation. Nous sommes face à cette problématique-là. C'est pour ça que nos leaders, nous avons besoin de leaders forts, de leaders panafricains réellement qui pensent à l'intérêt du peuple. Parce que je comprends effectivement vos dires. Effectivement, chacun regarde midi à sa porte. C'est-à-dire que si jamais je suis capable d'intégrer le gouvernement pour pouvoir avoir une place et pouvoir mieux manger, bon, tant mieux pour moi. Mais finalement, in fine, parce qu'on dit souvent qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi je ne suis pas de ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui disent que pour changer une structure, il faut être de l'intérieur. Moi, je ne le pense pas parce qu'en général, les structures sont déjà gangrénées. On peut absorber, oui. Sont déjà gangrénées et on peut vous absorber. Donc, en fait, il faut qu'on ait des leaders d'opposition qui aient une ligne et qui s'y tiennent jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité d'être élus. Alors, vous allez me permettre, je vais être un peu taquin. Je vais être très taquin d'ailleurs. Vous savez, sur ce plateau, on a un opposant qui est là, qui est tchadien, en quelque sorte. Nous passons un tout petit peu à notre collègue Makela Ngebla, qui était opposant et qui pourtant, après, à un certain moment donné, qui a flirté avec le gouvernement tchadien, Idriss Déby, fils, qui a occupé un poste de responsabilité, en quelque sorte. Non, mais je vous attaque indirectement. Donc, c'est pour mettre un tout petit peu les faits. Vous me connaissez, hein, donc. Allons-y, poursuivons. Voilà. Donc, en quelque sorte, voilà, c'est ça. Mais le problème est qu'aujourd'hui, M. Nasra ne représente pas l'opposition tchadienne, tout simplement. L'opposition tchadienne, elle existe. Il y en a d'autres qui représentent l'opposition tchadienne. Mais ces gens-là, il faut qu'ils puissent prévaloir plutôt l'efficacité et la sérénité que Nasra a indiqué. Il faudra qu'ils puissent être représentatifs par le peuple. Si malheureusement ils ne font pas le boulot, aujourd'hui Nasra a compris que peut-être sûrement sa position ou son rang c'est pas là et que c'est de l'autre côté. Comme vous l'avez eu à comprendre, vous avez compris à un certain moment donné que votre rang c'était pas là-bas. On va laisser Makela répondre avant de clôturer cette première partie d'émission. Moi, je personnalise pas les débats parce qu'en fait moi, Déby est mort. Moi, j'ai mené un combat. Tu te souviens très bien qui m'a valu 2 expulsions du Tunis et de Dakar. J'ai été atterri à Paris. La communauté internationale à travers la France m'a soutenu. Déby est mort. On nous demande de rentrer pour effectivement accompagner la transition et observer. Et moi, j'étais parti dans le but d'observer et de voir est-ce qu'il y a-t-il réellement une ouverture démocratique. Au bout de 2 ans, je reconnais avoir acquis beaucoup d'expérience institutionnelle. Je reconnais également effectivement avoir partagé effectivement mes expériences pour cette transition. Mais après, il fallait tirer les conséquences de cet échec de transition et vouloir comment réinventer une lutte et d'intégrer effectivement une nouvelle dynamique de paix et une nouvelle dynamique de changement politique dans notre pays. Merci Makela. On va poursuivre le débat. On revient dans un instant. On prend une courte pause sur Vox Live. Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit. Je vous propose de réfléchir à la transition, une transition, comme on l'a évoqué, contestée, marquée par des faiblesses internes. Il y a eu ce fait qu'on a évoqué en introduction, l'attaque contre le palais présidentiel, c'était le 8 janvier, mais il y a aussi eu ces déclarations du frère d'Idriss Déby, Adam Idriss Déby, qui montrent les dissensions au sein de la famille Déby Itno. Ce frère qui appelle à démissionner. Aujourd'hui, quand on voit cette déstabilisation en interne, qu'est-ce que ça renvoie de la politique de Mahamat Idriss Déby? Mais ça dénote clairement qu'il y a des contradictions. Il est fragilisé de l'intérieur comme de l'extérieur finalement. Pour faire un peu de la géopolitique, M. Mahamat Idriss Déby, qui est au pouvoir depuis 4 ans, s'est mêlé dans un contentieux international, sous-régional, notamment le contentieux du Soudan. Ce contentieux du Soudan, où vous avez des communautés, des part et d'autres vivent au Tchad et vivent au Soudan. Le Soudan accuse le Tchad d'avoir armé les FSR, les forces de soutien rapide des Métis, et le Soudan en veut énormément au Tchad d'avoir déstabilisé le Soudan. Deuxième élément, c'est également lié à la mort au Tchad d'un opposant, notamment Yahya Diallo.
Troisième élément d'appréciation, c'est l'attaque dont vous avez évoqué le 8 janvier et que nous ne comprenons pas le contour réel des gens supposés être armés des machettes. Est-ce que ça révèle une fragilité du régime? Justement, le régime se fragilise de l'interne. Le quatrième élément, c'est la déclaration effectivement, du général Adam, qui est le grand frère de Mohamed Idriss Déby, qui a, depuis Paris ou bien depuis n'importe où, avait demandé la démission de son frère parce qu'il estime que pour éviter qu'il y ait une guerre civile au Tchad, il faut absolument qu'il démissionne et permettre au Tchad une nouvelle transition. Or, M. Mohamed Idriss Déby, dans sa conception de choses, il ne veut pas démissionner, il veut rester là. Il vient d'être encore élevé non seulement au grade à la dignité de maréchal, mais il vient d'être aussi, après avoir été d'un laps de temps nommé ou bien désigné président d'honneur du parti MPS, il vient d'être complètement confirmé président national. Donc, au regard de ses vérités personnelles, de vouloir conserver le pouvoir, certainement, ça va fragiliser le régime et ça va concentrer le pouvoir entre ses mains dans l'exclusion des autres frères et dans l'exclusion, effectivement, des autres acteurs de la vie politique tchadienne. Donc, nous pensons que le pouvoir ne peut être que fragilisé de l'intérieur compte tenu de l'environnement géopolitique qui est déjà effectivement affecté par des crises en Libye, au Niger, au Soudan et en Centrafrique également. Donc tous ces éléments... On rappelle quand même que le Tchad est frontalier de la Centrafrique, du Cameroun. Exactement. Il a plusieurs frontières et donc plusieurs conflits qui entourent le Tchad et qui reste, du point de vue de certains chercheurs, le seul îlot de paix. Et donc cet îlot de paix risquerait d'être fragilisé si jamais, dans la logique où M. Mohamed Idriss Déby continue dans la répression du peuple, de sa population, dans la confiscation des libertés civiques et politiques, dans la restriction de l'espace civique aux opposants, nous pensons que le pouvoir risquerait, dans les prochains jours, connaître effectivement des actes qui vont être semblables aux actes d'insurrection populaire ou bien d'autres actes de renversement du pouvoir. Frédéric Tchouli. Alors, d'un point de vue géopolitico-historique, on regarde souvent que la passation entre le père et le fils, une certaine monarchie en réalité, ne se passe pas toujours très bien. On va prendre par exemple le cas du Gabon. Vous voyez que, parce que en général, les acquis du père ne se transmettent pas forcément vers le fils, ne convergent pas vraiment toujours vers le fils. Et en général, lorsque vous vous appuyez sur le pouvoir du père pour vous légitimer en tant que fils, ça ne marche jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des alliances qui ont été passées avec le père qui ne se vont pas forcément se retrouver chez le fils. Ça s'est vu chez le pouvoir de Ali Bongo a été très contesté. Vous prenez donc différents cas de figure comme cela. Ce n'est jamais aussi facile de mettre en place cette transition. Et parfois, le père concentre en réalité le pouvoir en lui, en sa personne. Et lorsqu'il y a donc une segmentation, ou bien une passation vers le fils, il y a d'autres forces en présence qui vont commencer aussi à réclamer ce pouvoir-là, ou bien à dire qu'il faut plutôt le dispatcher. Donc en fait, de ce point de vue historique et de ce point de vue des comparaisons en réalité, on voit que effectivement le pouvoir du fils aura peut-être plus de mal à se consolider parce qu'il ne va pas régner avec les mêmes attributs que son père, parce que ce n'est pas le pouvoir n'est pas taillé sur mesure en réalité. Et donc il faudrait que, au vu des forces en présence qui commencent à s'élever, vous avez parlé du frère qui a fait une intervention pour demander à son frère de laisser le pouvoir. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, les forces ont commencé à peut-être monter pour demander une transition et peut-être que ça va découler sur quelque chose de regrettable. Ce qu'il faudrait signifier, je crois que tout cela, vous avez bien dit, M. Tchoumi, mais c'est qu'il faudra comprendre qu'il y a une base à cela. En fait, ce n'est pas fait d'une façon fortuite, en fait, en quelque sorte. Cette relégance peut se faire parce que, justement, du cas du Tchad, il a été imposé par certains élites qui étaient là, qui étaient avec Idriss Déby père, donc qui ont pu imposer son fils. En quelque sorte, son fils ne s'est pas imposé tout seul. Et après, il y a des institutions aussi qui l'ont soutenu. Donc cela ne s'est pas fait d'une façon fortuite. Tout à fait. Ça s'est posé sous l'espérance, en fait, en quelque sorte. Et tout en espérant qu'effectivement, le Tchad, ils continueront à avoir la même mise là-dessus. Malheureusement, aujourd'hui, Idriss Déby fils est en train de montrer le contraire aux faces du monde. J'ai tout à l'heure parlé de mon ami Makela Ngabla. Tout le monde sait que je le connais, je l'ai fréquenté plusieurs fois. C'est un journaliste imbibé de valeur qui, à mon avis, qui a apporté beaucoup à son pays, qui peut toujours apporter beaucoup à son pays. Aujourd'hui, peut-être sûrement, s'il n'a pas cette dignité politique, il ne va pas se ranger là où il s'est rangé aujourd'hui. Donc ça, c'est Makela Ngabla. Je l'ai dit, c'était pour une parenthèse, pour être déchaîté un tout petit peu, mais c'est un homme valeureux, c'est un homme imbibé de valeur, c'est un homme qui sait dire non. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il dit non,
il est assis à cette place-là aujourd'hui, pour dire non à tout ce que le pouvoir lui a proposé, pour venir rentrer en France et avoir cette noblesse et cette dignité qu'il a toujours eu, et d'être là où il est. Donc je crois que ça, il faudra le noter entre parenthèses. Le cas du Tchad ne peut pas être qu'un exemple particulier ou superficiel. Vous pouvez le voir aussi, vous avez parlé du cas du Gabon. Il n'y a pas que le Gabon. Mais il faudra comprendre qu'aujourd'hui, nos institutions africaines, en général, se dessinent d'une façon ambiguë. En fait, il y a toujours Anguille sous roche, il y a toujours des forces motrices qui sont là en bas, qui essaient de les soutenir pour pouvoir accéder au pouvoir, mais tout cela en revanche essaie d'échanger avec notamment l'international en général. Donc si vous n'êtes pas de commun accord, donc vous n'avez pas la facilité de pouvoir accéder au pouvoir comme il le faut. Makane Guebla, si on s'intéresse, on a compris qu'il y avait des failles au niveau du palais présidentiel, que ça révélait un petit peu la fragilité du régime. Juste pour rappeler un petit peu le contexte, donc c'était une attaque le 8 janvier, c'est un commando qui a réussi à pénétrer le palais avant d'être neutralisé, et donc c'était une faille qui interrogeait sur la solidité du régime. Si on s'intéresse à la transition à la politique post-transition, quelle perspective on peut avoir pour le Tchad? J'aimerais vous entendre chacun. Mais écoutez, il ne peut pas avoir une perspective démocratique étant donné que tout est ficelé, tout est verrouillé du bout en bout ce Kenya. Donc nous pensons qu'on aurait dû, M. Mamad Idriss aurait dû respecter son engagement, son serment pris devant la communauté internationale, celui de faire 18 mois et partir. Il n'a pas fait d'avoir organisé un dialogue national qui a vu certes la participation d'un certain nombre d'acteurs, y compris les politico-militaires, mais qui sont aujourd'hui dessus. La société civile qui a participé également a espéré être productrice en fait dans les conclusions de ces dialogues et s'est vu déchanter. Il y a également effectivement les citoyens tchadiens qui espéraient une alternance démocratique par les urnes, qui ont vu leur victoire voler. Et donc, nous pensons que l'ensemble de ces éléments que nous avons décrits aujourd'hui n'inspire pas l'espoir d'une alternance démocratique ou bien des perspectives démocratiques dans notre pays. Donc, très rapidement, moi, je pense qu'il faut tirer la conclusion de cet échec de la transition tchadienne et qu'il appartient à Mohamed Idriss Déby lui-même, personnellement, comme l'a invité ou bien convoqué son frère de démissionner, il appartient à M. Mohamed Idriss Déby de réfléchir. Est-ce qu'il va encore perpétuer effectivement le même règne avec les mêmes pratiques de son père qui a fait 30 ans dans la répression et dans la confiscation des droits les plus élémentaires? Est-ce qu'il ne va pas dire, écoutez, moi je pense que je finis mon mandat et partir? Et là, moi je pense que ça va ouvrir un nouvel espoir pour le peuple tchadien. Juste toujours pour recentrer le débat un peu sur pas recentrer, plutôt l'élargir, le débat sur la situation africaine. On se rend compte que les militaires qui viennent au pouvoir, lorsqu'ils parlent de transition, en réalité, ils ne respectent premièrement pas les termes de cette transition et deuxièmement, ils sont tous derrière candidats. C'est ça. Il faut être clair, que ce soit au Gabon, je vais en comprendre le cas du Gabon, mais aussi à Guinée-Conakry, c'est ce qui se dessine avec M. Mamadi Doumbouya, et aussi dans les pays de l'AES aussi, on peut prendre cet exemple-là où il y a eu des transitions qui ont été menées, qui ont voulu être menées, mais finalement, les militaires se voyant plutôt président que militaire ou militaire président, peu importe. Donc en fait, on a toujours cette difficulté-là pour les régimes militaires, lorsqu'ils prennent le pouvoir chez nous, d'avoir la possibilité de mettre en place des élections et de tenir parole. C'est-à-dire, je prends le pouvoir pour le peuple et après je me retire. On essaie de mettre en place des organes démocratiques et je me retire. C'est impossible. Pourquoi? Parce que il faut, en tout cas, l'analyse qu'on peut poser, c'est que en réalité, lorsqu'ils viennent au pouvoir et qu'ils se disent de la transition, c'est parce qu'ils veulent le pouvoir et qu'ils veulent rester. Et après, ils vont organiser, pour revenir maintenant d'un point de vue tchadien, ils vont organiser leur démocratie, leur constitution de telle manière à ce que ça les favorise et que ça facilite en réalité cette transition-là. Vous voyez, je vais transposer avec le cas de la France un peu, pour faire une petite comparaison. Vous savez, lorsque par exemple un pouvoir, en tout cas les militaires prennent le pouvoir, ce n'est pas le cas ici en France, mais prennent le pouvoir, ils essaient d'organiser les choses très rapidement, ou bien soit où ils maintiennent dans la longueur, mais ça leur permet d'établir le pouvoir et de pouvoir mettre en réalité qui veulent. Je fais le parallèle avec la France, pourquoi? Parce que lorsqu'un président est élu, il y a les élections présidentielles qui se passent directement et les législatives suivent directement. Ça leur permet d'avoir donc ce vent en poupe qui font en sorte qu'ils vont en réalité avoir l'Assemblée nationale acquise. C'est la même chose en réalité dans les mouvements de transition. Pourquoi militaires? Parce que lorsqu'ils viennent au pouvoir,
ils disent que nous allons en réalité instaurer une démocratie derrière. Mais non, ce qu'ils sont en train de faire en réalité, c'est de consolider leur pouvoir en mettant à côté d'eux, en réalité, des personnes qui vont les aider au final à être élus président de la transition, président militaire, président peu importe. Merci Frédéric Ibouba. Quelle perspective pour la suite au Tchad? La perspective pour la suite au Tchad, c'est qu'aujourd'hui, il faudra laisser Déby Fils dérouler, justement, jusqu'à la suite. C'est pour 6 ans. On verra bien donc, ce qui se passera. Et après, le dernier mot reviendra au peuple tchadien. Et à mon avis, je crois que le peuple tchadien est un peuple cultivé, un peuple qui flirte bien avec la politique et qui savent plutôt les réalités, les aboutissants et les non-aboutissants pour pouvoir déstabiliser un régime ou pas. Je crois que le peuple tchadien peut donner plutôt son dernier mot à l'instant où ils savent que M. Déby n'est pas efficace ou si M. En tout cas, de toute façon, pour le moment, il a montré une autre façade qui était inattendue par le peuple tchadien. Donc, il y a de l'espoir qu'on peut gagner. Vous faites référence à quoi? À la fin des accords militaires, notamment? Ouais, il y a la fin des accords militaires, il affiche un tout petit peu son africanité. Voilà, effectivement. Mais oui, de toute façon, mais c'est ce que l'on peut voir. Même si c'est la façade, c'est bien vu déjà. Parce que dire non déjà aux institutions internationales comme la France qui l'a mis au pouvoir, je crois que c'est quelque chose de grandiose, à ma vision spontanée des choses. C'est symbolique ou c'est un véritable acte de rupture avec justement la France notamment? Je pense que si M. Ibouba avait suivi la déclaration de M. Macron, c'est qu'en fait il y avait un consensus qui a été dégagé, celui de vouloir dire aux Africains que nous sommes en train de réorganiser nos dispositifs militaires sur le continent africain, et c'est ça qui a permis effectivement à l'armée française de se retirer dans un certain nombre de pays. La vraie rupture dans le cadre de cet accord de coopération militaire avec la France, c'est celle du Sénégal. Parce que sous Abdoulaye Wade, il y avait déjà une révision. Sous monsieur Sonko et le président voilà, ils avaient déjà dans leur programme effectivement le démantèlement de l'armée. Mais pour le cas du Tchad, où la France, comme tu as su le dire, a été effectivement la promotrice du pouvoir en place, du père en fils, elle était quand même à tous les cheveux. Et vous savez très bien, Jean-Marie Bockel, quand il était parti au Tchad, il a dit on va réorganiser un peu partout, mais pour le cas du Tchad, l'armée française va rester. Et donc, M. Mahamat Idriss Déby, dans sa volonté effectivement de rupture, c'est aussi un discours de faux panafricanisme. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit au début de ton intervention, c'est qu'il voulait copier un peu l'AES, et puis l'AES qui représentait un modèle un peu pour le continent africain, pour un certain nombre d'Africains qui veulent brandir le panafricanisme. Moi, je pense que c'est un panafricanisme douteux, qui n'est pas sincère, et que cette souveraineté qu'il a évoquée pour rompre la relation avec la France risquerait effectivement de consolider un pouvoir beaucoup plus répressif. Et un tel choix d'orientation politique et stratégique, moi, pour mon peuple et pour le peuple tchadien, moi je pense que ça va être un peu dangereux. Alors, effectivement, pour revenir à ce qui se dit par rapport aux bases militaires, si on prend la logique du Tchad et qu'on la transpose en Côte d'Ivoire, est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays, enfin les dirigeants sont des panafricains dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire que comment on le conçoit dans l'AES? Non. Mais pourtant, le président Ouattara a aussi demandé aux bases militaires de partir. Donc en fait, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que même s'il y a ces bases militaires qui vont... Attendez, je termine juste s'il vous plaît. Donc même s'il y a ces bases militaires qui s'en vont, ça reste... Quelles sont les bases, quels sont les accords économiques, mais quelles sont les relations économiques qui demeurent? C'est ça plutôt la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas, effectivement, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, d'un commun accord avec les Français, finalement, même si ce n'est pas d'un commun accord, parce qu'effectivement, d'après les informations qu'on a eues, la France a été très surprise par cette décision-là et ne s'attendait pas à cela. Voilà. Mais in fine, est-ce que ça pose un réel problème au niveau des accords? Parce qu'il faut quand même mentionner quelque chose de très important. C'est la France qui l'a mis là. Ce n'est pas n'importe, ça ne s'est pas fait tout seul. La France a adoubé ce président-là. Emmanuel Macron, bien c'est lui qui a fait le déplacement. Emmanuel Macron, je ne me rappelle plus exactement la configuration, mais directement après, la France a dit nous sommes heureux d'accueillir Déby Fils, pardon. En tant que président. Donc, en fait, le fait que les bases militaires aujourd'hui partent ne dit pas réellement que le Tchad a pris une dérive panafricaniste dans le sens du terme de l'AES. Je vous laisse conclure, Ibouba. Je vous laisse le mot de la fin avant de clôturer cette Merci émission. beaucoup, Soukaina, c'est un honneur. Mais je voudrais juste vous expliquer une chose. Même si elle ne figure pas ou elle n'affiche pas cette figure-là
mais c'est un grand pas qu'elle affiche, en fait, tout en montrant justement qu'elle dit non à l'impérialisme. Parce que vous venez de le dire, vous avez dit que c'est la France qui l'a déposé là. Et en revanche, dire non aux accords militaires, ça veut dire quelque chose de grand. En fait, en quelque chose, c'est pas fortuit. Les accords militaires, c'est pas du n'importe quoi. C'est quelque chose d'important. Donc, c'est quelque chose d'important. C'est un traité qui est signé entre deux États. Et c'est surtout que c'est cet État-là qui vous a mis là. Donc, pourquoi Mohamed Déby a fait cela? Vous ne savez pas. Peut-être qu'il y a un Choroche. Peut-être que sur moi, même pour le décès de Déby père, peut-être que ça pose un problème. Peut-être que sous son analyse et sous l'emprise de tout ce qui s'est passé, sous l'analyse de tout ce qui s'est passé, il a eu une lumière de cela et peut-être sûrement il a pris une décision. La décision n'est pas une décision fortuite. Et ça, il faudra l'évoquer. Je crois qu'aujourd'hui, le dernier mot reviendra au peuple tchadien. C'est le peuple tchadien qui déterminera si Déby est apte à être. Et je suis persuadé que si Déby n'est pas apte dans 6 ans, le peuple tchadien fera le nécessaire, même s'ils vont laisser leur âme pour justement leur pays et leur peuple. On va poser la question à nos téléspectateurs. Croyez-vous à une transition réussie au Tchad, si on doit résumer en somme le thème du jour? Merci Makaëline Guebla d'avoir été parmi nous. Frédéric Tchoungui, merci pour votre présence. Ibouba, merci pour votre éclairage. On arrive déjà au terme de cette émission. Merci d'être fidèle à Vox Live. On se retrouve très vite pour un prochain numéro.